Bienvenue dans Causerie du soir sur notre chaîne C'est entre nous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet une situation qui aurait pu virer au cauchemar absolu. Imaginez un peu, un avion de ligne de plusieurs dizaines de tonnes qui fonce à toute vitesse sur une piste complètement inondée. Ouais, et qui ne ralentit absolument pas. Exactement. Ses pneus glissent sur l'asphalte, gorgés d'eau, il fracasse la clôture de sécurité de l'aéroport et il se dirige tout droit vers une route nationale bondée. La route nationale 7, pour être précise, pleine de véhicules, de vendeurs ambulants, le carnage total, quoi. Et ça, c'est exactement la réalité de ce qui s'est joué le 20 mars 2026 à l'aéroport international Antoine-Simon Descailles, dans le sud d'Haïti. Il est environ 14h40, sous une pluie battante, le vol cargo d'IBC Airways, un Embraer RJ 145 en provenance de Miami, dépasse la piste de 65 mètres, je crois. C'est ça, 65 mètres. Et ce qui est dingue, c'est que la tragédie mortelle n'a été évitée que par un espèce de miracle macabre. En fait, le train d'atterrissage avant s'est encastré dans un simple canal d'égout en béton. C'est fou. Les 10 personnes à bord s'en sortent, mais cet incident révèle une faille cataclysmique. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là à un simple rapport du Bureau de l'aviation civile. Sauf que, c'est là que ça bascule. Parce qu'un homme, depuis l'espace public, filme toute la scène avec son téléphone. Abed Jean-Louis, c'est un journaliste haïtien, très suivi, un vétéran de l'US Navy en plus. Sa vidéo capte vraiment l'échec total de l'infrastructure. Voilà. Et la réaction de la police locale C'est une arrestation musclée, on lui arrache sa chemise, on le détient pendant des heures, et surtout, et c'est le cœur de notre analyse, on le force à effacer cette vidéo. Ce qui nous amène à notre question centrale d'aujourd'hui. Cette suppression forcée, est-ce que c'était une tentative délibérée de l'État pour dissimuler la corruption, ou bien le simple réflexe d'une institution locale paniquée face à sa propre incompétence? Eh bien, je vais être très clair sur ma position. Pour moi, la destruction de cette preuve numérique n'est absolument pas une simple bavure de terrain. C'est un acte calculé. C'est le maillon final d'une chaîne pour étouffer le scandale des 38 millions de dollars engloutis dans la rénovation de cet aéroport, sous la direction de Leslie Voltaire et du Conseil présidentiel de transition, le fameux CPT. D'accord. De mon côté, je reconnais sans aucune ambiguïté les faiblesses effarantes de l'infrastructure et le scandale financier. Mais je soutiens qu'il s'agit plutôt d'un effondrement institutionnel local. C'est la réaction paniquée d'agents sur le terrain, pas une grande conspiration étatique pour cacher ces fameux millions. Très bien. Mais plongeons dans la mécanique de cette rénovation de 2025. Un an avant l'accident, le CPT annonce une modernisation express pour passer l'aéroport en catégorie 3B. Le projet est confié à Vorbe et Fils pour environ 38 millions de dollars. Et tout ça est réalisé en, tenez-vous bien, 10 jours. Oui, 10 jours, c'est physiquement impossible pour un aéroport international. Bah oui. Pour qu'une piste de 1850 mètres reçoive des vols internationaux dans un pays tropical, la partie la plus critique, ce n'est pas l'asphalte, c'est le réseau de drainage souterrain pour éviter l'aquaplaning. Ce qui est sous la surface. Exactement. Et la mécanique de la corruption, elle est universelle. Vous coupez sur l'invisible. Vous coulez une fine couche d'asphalte pour couper le ruban, vous empochez l'argent des canalisations et vous priez pour qu'il ne pleuve pas. La vidéo d'Abed Jean-Louis montrait précisément l'échec de ce faux investissement. C'est pour ça que la police devait détruire cette preuve. Je comprends votre lecture. Franchement, l'absurdité technique, je vous rejoins entièrement dessus. Un aéroport international de la taille d'une maison de 3 chambres, c'est scandaleux. Mais il faut comprendre le pourquoi de ces 10 jours. Vous parlez du contexte politique. Tout à fait. L'aéroport principal, Toussaint Louverture à Port-au-Prince, était littéralement étranglé par les gangs. Le CPT avait désespérément besoin d'une victoire rapide, un quick win pour désenclaver le Grand Sud. La précipitation était politique, pas forcément machiavélique, au point de prévoir une escouade de police pour censurer les futurs accidents, vous voyez? Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est là que je vous propose une petite analogie. Imaginez, vous payez 38 millions pour installer un système anti-incendie dernier cri chez vous. Un feu se déclare et rien ne marche. 0 goutte d'eau. Et c'est finalement une flaque de boue dans le jardin qui sauve la maison. Une flaque de boue, oui, c'est une bonne image pour le canal d'égout. Et si l'installateur se précipite pour arracher l'appareil photo du voisin qui a filmé cette flaque de boue, c'est pas de la gêne, c'est la dissimulation d'une fraude. Ce canal d'égout, c'est notre flaque de boue. L'absence de drainage, c'est la preuve matérielle du détournement. Ah, l'analogie est frappante, je vous l'accorde, mais je vais vous opposer une autre image pour expliquer la réaction de la police. Pour moi, c'est comme une troupe de théâtre amateur. La pièce est mauvaise,
Le décor prend feu sur scène et au lieu d'évacuer, un machiniste terrorisé tire frénétiquement le rideau pour cacher la scène au public. Un machiniste, hein? Vous pensez que l'agent a agi de sa propre initiative? J'en suis convaincue. Il le fait par pur instinct de survie, terrifié d'être la risée de tous sur les réseaux sociaux. Quand les flics s'en prennent à Jean-Louis, ils lui disent que sa vidéo va causer des problèmes pour l'aéroport et pour l'institution policière. C'est le langage d'un fonctionnaire local qui a peur pour sa petite place, pas d'un agent secret missionné par le Palais national pour protéger 38 millions. Je vous arrête tout de suite. Les circonstances mêmes de la coercition démentent cette idée de machiniste paniqué. On ne parle pas d'une altercation de 5 minutes. Abed Jean-Louis venait de sortir de l'UPSAC, l'université publique. Il filmait depuis l'espace public. L'agent ne lui dit pas juste de circuler. Oui, l'arrestation a été brutale, je ne le nie pas. Et il le jette dans un véhicule, il l'embarque au commissariat et ils le retiennent pendant près de 5 heures. 5 heures d'intimidation où le seul moyen d'obtenir sa liberté, c'est de supprimer le fichier. Ne me dites pas qu'il faut 5 heures à un petit agent local pour se calmer. Et pourtant, 5 heures, c'est exactement le temps nécessaire pour que la hiérarchie consulte, évalue la menace et ordonne la destruction pure et simple de la preuve. 5 heures de détention illégale, c'est extrêmement grave. Mais regardez justement ce qui se passe pendant ces 5 heures. Si l'ordre venait d'en haut, d'une machine d'État implacable, on l'aurait mis au secret total, non? On lui aurait confisqué son téléphone immédiatement. Oui, c'est vrai qu'il a gardé son téléphone un moment. Exactement. Le journaliste le dit lui-même. Pendant qu'il est au poste, il réussit à envoyer des messages, il texte ses proches, il alerte des groupes sur WhatsApp. S'il s'agissait d'une directive stricte pour protéger un secret d'État, comment vous expliquez cette faille de sécurité hallucinante? C'est un point valide. Le fait qu'il ait pu texter ses amis me laisse perplexe, j'avoue. Pourquoi le laisser utiliser son appareil? Eh bien parce que ce n'est pas une opération spéciale, c'est le chaos bureaucratique absolu. Les agents l'ont arrêté sur un coup de sang, et une fois au poste, ils ne savaient plus quoi faire de lui. Et regardez qui le sort de là. Ce n'est pas un juge ou un ministre qui étouffe l'affaire, ce sont ses amis, des figures de la société civile. Vous parlez de René Gatto-Kadhafi? Well. Voilà, et Boukman Laguerre. Il se mobilise. Et Jean-Louis a lui-même souligné le professionnalisme de certains hauts gradés arrivés plus tard, comme le responsable du commissariat de Campérin. Le système local a reculé face à la pression immédiate. La panique a changé de camp quand ils ont réalisé qu'ils avaient brutalisé une personnalité respectée. Je vous accorde que l'exécution était chaotique. Mais ne confondons pas l'exécution maladroite avec l'absence d'intention. Et il y a un détail précis qui, pour moi, fait basculer la balance vers la dissimulation institutionnelle. Après l'avoir forcé à effacer le fichier en P4, qu'est-ce qu'ils ont exigé de lui? Ils lui ont demandé une lettre d'excuse manuscrite. Et pourquoi un flic de base, qui aurait juste peur de Twitter, aurait soudainement besoin des talents d'épistolier de sa victime? Dans un système gangréné, extorquer une lettre d'excuse, c'est la méthode légale classique pour disqualifier un témoin. Je vois où vous voulez en venir. Si des mois plus tard, une commission d'enquête appelle Abed Jean-Louis à la barre, l'État sort cette lettre. Regardez, il admet avoir troublé l'ordre public, son témoignage n'est pas fiable. Heureusement, il a refusé. Il a dit « je ne m'auto-incriminerai pas ». C'est ce refus qui a grippé la machine. C'est une lecture très sophistiquée de la lettre d'excuse. Vous y voyez une stratégie de défense juridique à long terme de l'État. Mais en réalité, dans les commissariats de province, demander une lettre d'excuse, c'est ce qu'on appelle la technique du parapluie. La technique du parapluie. Oui, c'est une porte de sortie purement administrative pour un fonctionnaire qui sait qu'il a fait une énorme bêtise. Le policier réalise qu'il a déchiré la chemise d'un vétéran américain, il se dit « mon supérieur va me tomber dessus ». S'il a une petite lettre disant « désolé d'avoir causé un esclandre », il aggrave ça à son rapport et l'affaire est classée. C'est pour couvrir la bavure individuelle devant le commissaire local, pas pour protéger Leslie Voltaire devant une cour martiale. C'est fascinant parce que, en fait, nos deux interprétations partent de la même prémisse. Un système qui dysfonctionne totalement, mais on diverge sur les chaises de la préméditation. Absolument. Et au fond, cet épisode de la lettre d'excuse souligne l'importance vitale du journalisme citoyen. Dans un État où la transparence des marchés publics est un mythe, le seul véritable audit, c'est le smartphone des citoyens. Le refus de Jean-Louis de signer prouve que, même si la vidéo a été détruite, la vérité n'a pas pu être effacée. Ah, ça c'est sa grande victoire. Le lendemain, il publie une vidéo du 14 minutes. Il n'a plus l'image de l'avion, certes, mais son témoignage verbal est d'une précision chirurgicale. Il a contourné la censure physique par la force de son récit. Et c'est justement ce qui renforce ma position. Si c'était vraiment un complot mafieux d'État,
Vous croyez qu'il aurait pu publier une vidéo de 14 minutes depuis chez lui le lendemain, en nommant les officiers sans subir de violentes représailles? L'État mafieux ne s'arrête pas pour une lettre non signée. Une police locale qui a eu chaud aux plumes, en revanche, elle se terre dans le silence. Le silence qui a suivi est assourdissant, je vous l'accorde. Mais récapitulons la chronologie, parce qu'elle dessine un tableau d'une cohérence macabre. 1. Besoin politique urgent du CPT. 2. Contrat colossal de 38 millions à Vorbé et Fils, sans transparence. 3. Travaux expéditifs en 10 jours, sans drainage pour une piste de catégorie 3B. 4. Le premier test grandeur nature se solde par une sortie de piste. Et 5. La police violente, un témoin pour détruire l'image de cet échec. Que la police ait été maladroite ne change rien aux faits. Que la violence d'État a servi de bouclier à la corruption. La chronologie est factuelle, on est d'accord. Mais relier ces points par une ligne de conspiration directe, c'est ignorer que la politique s'est tortée au mur de la physique. Le CPT voulait aller vite, mais l'eau refuse de s'écouler sans pente. Ce n'est pas un ministre qui a passé un coup de fil secret, c'est l'incompétence systémique qui a généré sa propre onde de choc de panique. C'est glaçant comme perspective. En somme, vous nous dites que personne ne pilote vraiment l'avion de l'État, que cette brutalité n'est même pas machiavélique, mais juste le spasme d'une machine qui s'effondre. C'est exactement ma lecture. Et je pense que, malgré notre désaccord sur la nature de la censure, nous pouvons nous rejoindre sur le fondement de cet événement. Cet effondrement a failli coûter la vie à des dizaines d'innocents sur la route nationale 7. Sans ce canal d'égout providentiel, on ne serait pas en train de débattre des motifs d'un policier. On énumérerait les victimes. C'est indéniable. Ce miracle macabre doit servir d'électrochoc. Abed Jean-Louis l'a dit avec beaucoup de dignité. Ce qui l'attristait dans la perte de sa vidéo, ce n'était pas son ego, c'est que ces images auraient pu être analysées par des ingénieurs pour démontrer l'urgence de construire une piste praticable. Il a exigé que les autorités cessent de créer des distractions par la violence et mettent en place de vraies mesures de sécurité. Une hauteur de vue qui contraste tellement avec la mesquinerie des événements au commissariat. Ça nous rappelle brutalement que derrière l'opacité des marchés publics, il y a la réalité tangible de la vie humaine. Et ça ne se négocie pas. Tout à fait. Il appartient désormais à nos auditeurs de peser ces arguments, de regarder cette piste de 1850 mètres et de se forger leur propre opinion. Où tracez-vous la ligne entre l'incompétence tragique qui panique face à ses erreurs et la corruption délibérée qui écrase la vérité? Le débat reste ouvert, oui. Je crois que nous avons fourni les clés pour examiner ces zones d'ombre avec la nuance qu'elles méritent. Et laissez-moi vous dire, quand on y pense, c'est le grand paradoxe de cette histoire. L'ingénierie moderne est censée être une science de précision absolue. Mais ce jour-là, 38 millions de dollars n'ont acheté aucune certitude. La frontière entre la vie et la mort n'a pas été tracée par des ingénieurs. Elle a été dessinée au hasard par la boue et le béton brut d'un banal canal d'égout. C'est sur cette image que nous allons clore notre échange. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour poursuivre le débat.